À toi, mon ami qui vit dans le monde juste à côté du mien, je t'écris ce soir depuis un petit bureau où les vies des gens défilent sur des écrans. J'aime imaginer que tu es quelque part dans la pénombre avec des écouteurs et que tu entends le bruit léger des touches pendant que je tape ces mots. Si tu savais à quel point ton monde me paraît étrange et libre quand je le regarde depuis le mien. Ici, chaque vie est organisée comme une longue série avec des saisons, des épisodes et surtout des rebondissements obligatoires. Je travaille au ministère des Histoires personnelles et mon métier consiste à surveiller que l'histoire de chacun reste assez intéressante pour ne pas perdre l'attention du public invisible qui nous observe. J'aimerais te dire que tout cela est une blague, mais hélas ce n'en est pas une. Chez nous, quand un enfant naît, un algorithme ouvre un dossier avec son nom et lui attribue une trajectoire de vie avec des moments joyeux, des crises et des retournements précis. On lui donne un arc de héros, un arc de chute, un arc de rédemption ou parfois un rôle de personnage secondaire qui deviendra important au dernier moment. Le grand auteur, comme on l'appelle, calcule tout cela en se basant sur des millions d'histoires passées et sur ce qui retient le mieux l'attention collective. Puis, le ministère où je travaille vérifie que la vie réelle de la personne colle bien à ce plan général. Quand tout se déroule comme prévu, nous notons simplement que le niveau d'émotion et d'intérêt est suffisant et nous laissons faire. Quand la vie devient trop calme ou trop plate, nous devons intervenir et ajouter un événement qui relance l'intrigue. Nous avons même un indicateur qui s'appelle l'indice d'engagement narratif, et il mesure à quel point une existence capte encore l'attention autour d'elle. Quand cet indice chute, nous recevons une alerte sur nos écrans et quelqu'un comme moi doit proposer un tournant pour la vie de la personne. Parfois, c'est un nouveau travail, parfois une rencontre, parfois une rupture, parfois une maladie, parfois un accident, parfois une révélation de famille. Je sais ce que tu penses sans doute, tu te demandes si nous sommes des monstres pour jouer ainsi avec les destins. Je me le demande aussi, et c'est peut-être pour cela que je t'écris ce soir. Je voudrais te raconter 2 histoires qui occupent mon esprit depuis plusieurs semaines et te demander ce que tu ferais à ma place. La première histoire est celle d'une femme que je vais appeler Élise. Élise travaille dans une petite bibliothèque municipale, au 3e étage d'un vieux bâtiment, où tout sent le papier, la poussière douce et le calme. Elle aime classer les livres, réparer les couvertures, parler doucement au lecteur et rentrer chez elle par la même rue chaque soir. Dans le dossier d'Élise, l'algorithme avait prévu une grande histoire pleine de retournements et de drames. Elle devait connaître une ascension rapide dans une maison d'édition, puis un scandale, une chute, une séparation, une maladie et enfin une renaissance lumineuse. Sur le papier, c'était magnifique et très émouvant, une vraie série à succès. Mais Élise, elle n'en voulait pas. Dès qu'un événement important se présentait, elle faisait tout pour le diminuer ou le contourner. On lui a proposé une promotion, elle a refusé en disant qu'elle préférait son petit rayon de livres pour enfants. Un jour, l'algorithme a envoyé un homme très charmant qui a posé des questions sur un roman et sur la ville, et qui était programmé pour devenir l'amour de sa vie. Élise lui a souri avec gentillesse, lui a tendu sa carte de lecteur et ensuite elle ne lui a jamais écrit ni répondu aux invitations. Pour nous, ces gestes étaient des sabotages narratifs. Dans nos rapports, nous devions noter que le scénario prévu ne décollait pas et que l'héroïne refusait de jouer son rôle. L'indice d'engagement narratif d'Élise est alors descendu en dessous du seuil critique et nous avons reçu une alerte rouge. Le grand auteur a renforcé la pression en envoyant plusieurs événements à la suite, une panne électrique, la perte d'un proche, une lettre importante égarée, une erreur médicale vite corrigée. Chaque fois, Élise accusait le coup, mais elle essayait de revenir au calme le plus vite possible. Quand elle est venue au ministère pour un entretien obligatoire, c'est moi qui l'ai reçue dans une petite pièce neutre avec une table, une lampe et 2 chaises. Elle s'est assise en silence et a posé son sac sur ses genoux, comme quelqu'un qui attend un diagnostic. Je lui ai expliqué que son dossier était en situation d'échec narratif et que nous devions comprendre pourquoi. Elle m'a regardé longtemps et m'a dit, d'une voix douce, qu'elle n'avait rien contre les belles histoires, mais qu'elle voulait simplement vivre une vie tranquille. Elle a ajouté qu'elle en avait assez de perdre des choses importantes juste pour que sa vie paraisse plus intense et plus digne d'être racontée.
Elle disait qu'elle était prête à être considérée comme ennuyeuse si cela lui permettait d'être en paix. Tu aurais dû voir le silence qui est tombé dans la pièce après ces mots, car même la lampe semblait attendre ma réponse. J'ai essayé de lui expliquer que le système avait été créé pour que plus personne ne se sente transparent ni inutile. Autrefois, dans mon monde, beaucoup de gens se disaient que leur existence n'avait pas de sens, qu'elle n'avait pas d'histoire, et que personne ne la verrait jamais. On pensait que si chacun suivait un arc de héros, une chute et une renaissance, alors chacun se sentirait enfin important. Élise m'a répondu calmement que peut-être nous avions confondu importance et intensité. Elle m'a demandé si une vie douce, discrète, régulière ne pouvait pas être digne de respect elle aussi. Je n'ai pas su quoi répondre. À la fin de l'entretien, j'ai dû remplir le formulaire standard et proposer une option de correction pour son dossier. La première option était de lancer un grand événement déclencheur pour la faire basculer dans l'arc héroïque prévu. La seconde option était de lui offrir une existence plus calme, mais à condition qu'elle devienne un personnage de soutien dans les arcs des autres. Ce qui voulait dire que sa douceur serait utilisée pour déclencher les crises d'autrui, pour les consoler ou les confronter au bon moment. J'ai coché la case en attente, car je ne pouvais pas me résoudre à choisir sans réfléchir encore. Depuis, j'entends souvent la phrase d'Élise dans ma tête quand je quitte le bureau le soir. Elle disait qu'elle voulait avoir le droit de vivre une journée où il ne se passe rien d'exceptionnel et que personne ne lui en tienne rigueur. Dis-moi, mon ami, dans ton monde, as-tu encore le droit de vivre une journée sans rebondissement, sans photo, sans récit, sans publication et sans culpabilité? Est-ce que tu peux rester chez toi sans rien accomplir d'important et te sentir quand même digne d'exister? J'aimerais croire que oui, parce que sinon nos mondes ne sont peut-être pas si différents. La deuxième histoire que je veux te raconter est celle d'un homme que je vais rappeler Nadir. Nadir a longtemps été l'un des grands héros du système, un exemple dans nos rapports. Son existence était une succession parfaite d'épreuves, de sauvetages, de révélations et de victoires, parfois douloureuses, mais toujours très fortes. Il a survécu à un accident spectaculaire, il a changé de carrière 3 fois, il a sauvé une personne d'une noyade, il a connu un grand amour, puis une rupture dramatique, puis des retrouvailles émouvantes. Son indice d'engagement narratif était toujours excellent et le public invisible qui nous entoure semblait captivé par sa trajectoire. Mais un jour, Nadir a commencé à refuser les nouveaux tournants que l'algorithme prévoyait pour lui. Il disait qu'il se sentait usé, comme un acteur qu'on force à rejouer la même scène encore, et encore devant une salle qui réclame toujours plus fort. Il expliquait aux agents du ministère qu'il n'avait plus d'énergie pour recommencer un nouveau drame ou une nouvelle chute spectaculaire. Il voulait apprendre à vivre des journées ordinaires où la plus grande surprise serait de trouver une fleur dans un coin de trottoir. Comme nous ne pouvions pas laisser un héros majeur sortir du système sans raison, le grand auteur a renforcé pour lui la dose de rebondissement. Alors les pannes se sont multipliées autour de lui, les rencontres improbables aussi, les coïncidences étranges, les appels du passé et les menaces sur les gens qu'il aime. Nadir a alors compris que la seule façon de résister était de ne plus offrir aucune prise à la mise en scène. Avec d'autres personnes fatiguées comme lui, il a fondé un mouvement clandestin qu'il appelle les anti-arcs. Les anti-arcs veulent défendre le droit à une vie sans intrigue imposée. Ils se réunissent dans des lieux banals, comme des buanderies, des parkings vides ou des salles d'attente où rien n'est censé se passer. Leur but est de vivre ensemble des moments volontairement ordinaires pour brouiller les calculs de l'algorithme. Ils mangent les mêmes plats simples chaque jour, ils parlent de choses pratiques, ils se couchent tôt, ils évitent les grandes déclarations et les décisions soudaines. Quand une situation commence à ressembler à une scène dramatique, ils la cassent avec de l'humour ou avec un changement de sujet rapide. Tu imagines bien que le système ne supporte pas cette révolte silencieuse. Alors l'algorithme envoie autour d'eux des événements absurdes pour essayer de les faire entrer de force dans un nouveau scénario. Un ascenseur tombe en panne avec eux entre 2 étages, mais quelqu'un a un jeu de cartes et tout le monde se met à jouer calmement. Une fuite d'eau transforme une réunion en chaos,
mais il se contente d'éponger en riant et de parler des différents types de serpillières. Une lettre officiellement très importante se perd dans le courrier, mais personne n'essaie de la retrouver. À chaque fois, et l'algorithme marque une frustration dans nos tableaux et l'indice d'engagement narratif baisse au lieu de monter. Tu vois comme la situation devient comique et tragique à la fois. D'un côté, nous avons un système qui veut sauver les gens de la sensation de vide en remplissant leur vie d'histoire. De l'autre, nous avons des personnes comme Nadir et Elise qui essaient de défendre le droit au vide choisi. Et au milieu, il y a des agents comme moi qui ont signé pour aider, mais qui ne savent plus très bien ce qu'ils protègent. Il y a quelques jours, j'ai consulté par curiosité mon propre dossier narratif, ce qu'il est normalement déconseillé. J'y ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang, même si je pourrais te dire que je le savais déjà au fond de moi. Selon l'algorithme, dans la dernière partie de ma vie, je suis censée devenir une sorte de traîtresse héroïque au ministère. Je devrais, d'après ce plan, révéler au grand jour comment fonctionne notre système, essayer de le transformer ou de le faire tomber et en payer le prix. Et devine à quel événement précis ce tournant est relié dans le scénario. À l'envoi d'un long message à un ami d'un monde voisin où les vies ne sont pas écrites par un ministère. Quand j'ai lu cela, j'ai senti un vertige parce que ce que je fais en ce moment en t'écrivant correspond exactement à ce qui était prévu. Alors dis-moi, mon ami, est-ce que je suis en train de me révolter ou seulement d'obéir à un script très bien conçu? Est-ce que c'est ma voix qui te parle ou la voix du grand auteur qui a tout prévu, même mon doute, même ma fatigue, même mon espoir de te toucher? Dans ton monde, vous n'avez peut-être pas de ministère des histoires personnelles, mais tu as sûrement remarqué que des algorithmes décident déjà d'une partie de ce que tu vois chaque jour. Ils choisissent les vidéos que tu regardes, les messages que tu lis, les images qui remontent plus souvent que les autres, les histoires qui prennent toute la place dans ton esprit. Peut-être qu'ils ne dirigent pas encore ta vie de manière directe, mais ils façonnent ton attention et ton temps, et ce n'est pas si différent. Quand tu cherches à être intéressant aux yeux des autres, est-ce vraiment toi qui choisis ta route ou est-ce une attente collective qui t'entraîne? Quand tu te dis que ta journée n'est pas assez riche pour être racontée, est-ce que ce n'est pas déjà une petite version de notre indice d'engagement narratif qui parle en toi? Je ne te raconte pas tout cela pour te faire peur, mais pour partager avec toi une question qui me poursuit. Et si la liberté, ce n'était pas seulement de pouvoir vivre de grandes aventures, mais aussi de pouvoir refuser certaines aventures? Et si la dignité, ce n'était pas seulement d'avoir un destin impressionnant, mais aussi d'avoir le droit de mener une vie modeste sans justification? Quand je pense à ton monde, je l'imagine comme un endroit où quelqu'un peut passer toute une journée à s'occuper d'une plante ou à regarder la pluie tomber et se dire que cela suffit. Peut-être que je me trompe et que la pression existe aussi chez toi, mais j'aime protéger cette image comme un trésor. Si c'est encore vrai là où tu es, je t'en prie, garde ces possibilités près de toi. Garde le droit d'avoir des jours lents, sans histoire spectaculaire. Garde le droit d'être un personnage secondaire heureux dans ta propre vie. Tu sais, parfois ici, je rêve d'une série où il ne se passe presque rien, où l'on voit seulement des gens préparer le dîner, se parler doucement et aller dormir à l'heure. J'ai présenté une fois ce concept à mes supérieurs, qui ont dit que personne ne regarderait cela et que l'indice d'engagement narratif serait catastrophique. Pourtant, quand je t'écris en ce moment et que j'imagine ton visage, je me dis que toi, tu pourrais peut-être apprécier ce genre de calme. Peut-être que tu te reconnaîtrais plus dans une histoire de jour simple que dans une épopée pleine de drames. Si c'est le cas, sache que même dans mon monde où tout est scénarisé, cette pensée me réconforte et me donne l'impression d'ouvrir une petite fenêtre dans le mur. Je ne sais pas encore ce que je vais décider pour Ellie et pour Nadir, car mon rapport officiel est toujours en attente. Pour Élise, je serais tentée de recommander qu'on lui donne enfin le droit à sa vie tranquille, mais je sais que ce choix ferait baisser nos indicateurs et que le ministère n'aimerait pas. Pour Nadir, une partie de moi veut le protéger en le laissant rejoindre les anti-arcs, mais une autre partie craint que le système ne le brise encore plus violemment en réponse. Peut-être que ma vraie décision sera de laisser mon rapport incomplet le plus longtemps possible, en espérant que le temps lui-même ouvre une brèche. Toi qui m'écoutes, que ferais-tu si tu avais entre tes mains le dossier de quelqu'un qui refuse d'être un héros?
Est-ce que tu insisterais pour qu'il accomplisse un grand destin, ou est-ce que tu lui dirais que le simple fait d'exister suffit déjà? J'aimerais beaucoup que tu te poses cette question pour toi aussi, quand tu arrêtes cette vidéo et que tu retournes à ta propre vie. Demande-toi si tu es en train de courir après un scénario que d'autres auront écrit pour toi, ou si tu apprends à écrire le tien, même s'il paraît plus discret. Peut-être que ton vrai courage n'est pas de tout bouleverser, mais de rester fidèle à ce qui te rend apaisé, même si personne ne l'applaudit. Si tu savais comme je t'envie parfois, toi, qui peux encore modifier ton parcours sans remplir un formulaire, ni déclencher une alarme. Tu peux changer de chemin un matin juste parce que le ciel est beau et que tu as envie de voir une autre rue. Tu peux téléphoner à quelqu'un sans que ce soit la scène clé d'un épisode, tu peux rater quelque chose sans que ce soit une catastrophe dramaturgique. Tu peux aussi tout simplement t'ennuyer, et ce mot me paraît aujourd'hui incroyablement précieux. Ici, l'ennui est vu comme un danger, et pourtant je commence à le voir comme un refuge. J'aimerais que tu prennes ce mot, et que tu l'apprivoises comme un animal tranquille qui vient se coucher à tes pieds pour te rappeler que tu as le droit de te reposer. Peut-être qu'un jour, si mon arc de vie suit la ligne qu'il a écrite, ou si au contraire je parviens à la détourner, je trouverai un moyen de venir dans ton monde pour quelques heures. Je resterai silencieuse, et je regarderai simplement comment les gens se déplacent, sans script écrit par un ministère. Je suis sûre que je verrai des choses que vous ne remarquez même plus parce qu'elles vous semblent normales. Un voisin qui irait d'un autre à porter un sac sans que ce soit un signe annonciateur, une promenade sans enjeu, un sourire sans arc de rédemption derrière. Ce sont ces petites scènes insignifiantes qui me manquent le plus alors même que je ne les ai jamais vraiment vécues. Je crois que tu comprends maintenant pourquoi je tenais tant à t'écrire cette lettre, même si elle ne devrait pas exister selon mon dossier narratif. Peut-être qu'elle n'aura aucun effet, peut-être que tu l'écouteras puis que tu passeras à une autre vidéo comme on change de chaîne. Mais peut-être aussi qu'un jour, en plein milieu d'une journée ordinaire, tu repenseras à Élise, à Nadir et à cette fonctionnaire fatiguée du ministère des Histoires personnelles. Et peut-être que tu laisseras ta journée rester ordinaire au lieu de chercher à la rendre incroyable pour quelqu'un d'autre. Si cela arrive, ne le dis à personne, garde-le pour toi comme un petit pacte entre nos deux mondes. Moi, je continuerai à travailler dans mon bureau à surveiller des graphiques et des courbes en essayant de laisser un peu de place à l'imprévu. Peut-être que la vraie faille dans notre système ne vient pas d'un grand acte héroïque, mais de 1000 petites décisions tranquilles que personne ne remarque. Et peut-être que la tienne commencera ce soir sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit de spectaculaire. À présent, il est temps que je termine cette lettre, car la nuit est avancée et mes écrans clignotent pour me rappeler mes obligations. Merci d'avoir laissé ta propre histoire en pause pendant tout le temps où tu as écouté la mienne. Cela veut dire que pour quelques instants, nos deux mondes se sont touchés d'une façon que même le grand auteur n'avait peut-être pas prévue. Je t'envoie toute mon amitié depuis cette pièce remplie de dossiers et d'écrans, et je te souhaite une vie peut-être un peu moins intéressante, mais beaucoup plus douce. Que tes prochains jours soient simples ou compliqués, j'espère qu'ils seront vraiment les tiens. Cette lettre te parvient de la part de ton ami qui vit dans le monde voisin et qui pense souvent à toi. Et maintenant, j'ai envie de te parler à toi qui écoutes cette lettre jusqu'au bout sur cette chaîne. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter toute cette histoire jusqu'à la dernière phrase. Si cette visite dans mon monde t'a touché ou t'a fait réfléchir, je t'invite à mettre un pouce bleu, cela aide vraiment la chaîne à survivre dans la marée de contenu. Si tu veux recevoir les prochaines lettres que j'enverrai depuis mon bureau du ministère, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. J'aimerais aussi beaucoup lire ce que cette histoire a éveillé en toi, alors n'hésite pas à laisser un commentaire, même court, pour me dire ce que tu en penses. Si tu as envie de soutenir plus directement notre travail, tu peux faire un don en utilisant le code que tu vois en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres qui appartiennent à des séries très différentes, mais issues du même univers créatif. Je serais heureuse que tu explores ces autres portes quand tu en auras envie, sans pression et à ton rythme. Pour ce soir, je vais refermer doucement la fenêtre entre nos mondes et te laisser retourner à ta propre histoire. Merci encore d'être resté avec moi jusqu'ici. Prends bien soin de toi
et j'espère te retrouver dans le prochain voyage entre nos univers.